Il fait environ 1 milliard de degrés Celsius. Bien bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur le périphérique le plus important de votre setup et peut-être même le périphérique le plus important de votre salon. Parce que oui, je considère ça comme un périphérique, même dans le salon. Je parle bien évidemment de votre écran. Votre écran, que ce soit pour votre PC, votre PS5, votre Xbox, votre Switch ou même la télé dans votre salon, il faut le choisir exactement de la même façon et cette façon, elle se compose en 6 points. 6 points que j'appelle le trou de teufeu. Ouais, on est d'accord, c'est peut-être pas le meilleur des noms, mais anyway, on va pas perdre plus de temps, je vais vous expliquer chacun des petits points de cet acronyme, et donc, c'est parti, allons-y, allons-y, go! Premier point hyper important pour choisir correctement son écran, c'est la taille. Aujourd'hui, il existe des écrans et des télés de toute taille et c'est pas pour rien. Effectivement, première raison, c'est pour une question de budget. Une télé plus grande va généralement coûter plus cher, mais pas que. Il y a aussi pour une question de place, parce qu'effectivement, une télé plus grande va prendre plus de place. Jusque-là, j'apprends rien à personne. Mais il y a aussi une troisième raison pour laquelle tous les écrans n'ont pas la même taille, et cette raison, elle est assez méconnue, c'est la raison de l'utilisation. En fait, on va pas utiliser une télé aussi grande pour jouer aux jeux vidéo que pour regarder un film, par exemple. Enfin, si, on pourrait, mais c'est quand même pas hyper opti. Par exemple, il faut savoir qu'aujourd'hui, les écrans 24 pouces sont les écrans les plus dédiés aux jeux vidéo, surtout si c'est pour jouer dans une configuration comme celle-ci où vous êtes derrière un bureau. Un écran 24 pouces, c'est parfait pour le gaming compétitif et ultra compétitif, mais un petit peu moins bon pour tout ce qui est film, série et tout le bazar, puisque l'écran est petit, du coup vous pouvez pas trop kiffer votre expérience. Mais comme je le dis, pour le jeu compétitif et ultra compétitif, c'est exactement ce qu'il vous faut, et c'est pas pour rien qu'on utilise des écrans 24 pouces lors des compétitions de tous les jeux vidéo, type Fortnite, Counter-Strike, League of Legends, etc., etc. Donc, 24 pouces, compétitif. Ensuite, vous avez les écrans 27 pouces. Les écrans 27 pouces, c'est exactement ce que j'ai derrière moi. C'est l'entre-deux entre l'e-sportif et un petit peu de folie, un petit peu de beauté d'image. Un écran 27 pouces, c'est forcément plus grand qu'un écran 24 pouces, mais c'est pas énormément plus grand. Donc ça veut dire que vous pouvez encore jouer à des jeux de façon compétitive sans trop de problèmes, mais vous pourrez aussi kiffer carrément bien vos films, vos séries et même vos AAA comme GTA V, Red Dead Redemption et Cyberpunk 2077. Ensuite, vous avez les écrans un petit peu plus grands que 27 pouces, généralement on va sur les 32 pouces. Les écrans 32 pouces, on oublie carrément tout ce qui est compétitif, ça va pas vous empêcher de jouer à des jeux compétitifs, mais vous allez certainement pas aller à haut niveau avec ce genre d'écran, parce que c'est pas des écrans qui sont dédiés à ça. Par contre, vous allez kiffer votre vie si vous faites du montage photo, du montage vidéo, si vous regardez des films, des séries bien évidemment, si vous jouez à des jeux vidéo AAA. En gros, pour tout ce qui est multimédia et semi-professionnel, le 32 pouces, c'est génial. Et bien évidemment, si vous prenez au-dessus de 32 pouces, vous allez avoir un écran qui va être considéré comme une télé, même à partir de 32 pouces, certains considèrent ça comme une télé, parce que c'est juste une question de taille entre un écran et une télé. Et donc, vous allez plus utiliser les écrans plus grands que 32 pouces pour regarder des films, des séries, regarder la télé, etc., etc. Deuxième point, la résolution. Alors pourquoi est-ce qu'on choisit la résolution juste après la taille? Eh bien tout simplement parce que la taille et la résolution, c'est deux paramètres qui sont intimement liés. Qu'est-ce qu'un écran avec une bonne résolution? Non, ce n'est pas un écran qui a décidé de se mettre au sport, mais c'est un écran qui a beaucoup de pixels par pouce. Aujourd'hui, quand on pense résolution, on pense surtout Full HD et 4K. Sauf que Full HD et 4K, ça veut pas dire grand-chose, tout simplement parce que ce sont des chiffres qui sont fixes. Par exemple, une Full HD, c'est 1920 pixels par 1080 pixels. Et une 4K, c'est 3840 pixels par 2160 pixels. Ces chiffres ne changeront jamais. Quel est le problème avec le fait que ça ne change jamais? Eh bien, ça veut dire qu'un écran 24 pouces Full HD aura strictement le même nombre de pixels qu'un écran 55 pouces en Full HD aussi. Donc ça veut dire que l'écran 24 pouces en Full HD sera énormément plus précis, sera nettement plus précis si je peux me permettre le terme, que l'écran 55 pouces, alors que l'écran 55 pouces est beaucoup plus grand. Alors, pour ceux qui n'avaient pas compris pourquoi l'écran 24 pouces serait plus précis que l'écran 55 pouces, eh bien tout simplement parce que s'il y a le même nombre de pixels sur les deux écrans avec une taille différente, ça veut dire que la taille des pixels est elle aussi différente. Et donc les pixels de l'écran 55 pouces seront quasiment 2 fois plus gros. Donc ce sera plus aussi précis. Mais du coup, si on ne doit pas regarder la résolution pour savoir quelle bonne résolution prendre pour son écran, eh ben ça veut dire qu'il faut regarder quoi? Eh ben ça veut dire qu'il faut regarder le chiffre PPP, qui veut dire pixels par pouce, qui vous indique donc le nombre de pixels par pouce. Pareil, pas très compliqué pour le moment. Sauf que le chiffre PPP, c'est pas un chiffre qu'on voit très régulièrement, et donc il va falloir avoir un petit subterfuge pour savoir ce chiffre PPP.
Pour ça, vous avez deux solutions. Premièrement, vous utilisez un site internet qui va vous calculer, grâce à la taille et la résolution de votre écran, le chiffre PPP. Deuxième solution, vous êtes un flemmard comme moi et vous retenez juste trois petites choses. Première chose qu'il faut retenir, sur un écran 25 pouces ou moins, il vous faut de la Full HD. Ensuite, si vous partez sur un écran 27 ou 32 pouces ou entre les deux, partez sur de la 2K. Et si vous prenez un écran 32 pouces ou plus, genre 40 pouces, privilégiez la 4K. Troisième point ultra important, ça va être la dalle. Alors un écran qui a une bonne dalle, ce n'est pas un écran qui n'a pas mangé depuis 8 jours, mais c'est un écran qui a un bon contraste, de bonnes couleurs, de bons angles de vision et une bonne luminosité. Ouais, on est d'accord, ma vanne n'était pas terrible, mais j'essaie de trouver des petites vannes parce que sinon on se fait chier au niveau des écrans. Et d'ailleurs, transition toute faite, je viens de dire qu'on se fait chier avec les écrans, mais là, avec les dalles, ça va être encore plus chiant. Donc désolé pour ceux qui ont prévu de regarder la vidéo jusqu'au bout, mais là, pendant 1 à 2 minutes, le temps d'expliquer les dalles, on va bien se faire chier parce que c'est trop chiant. Aujourd'hui, au niveau des dalles, il en existe 5 principales. Il existe la dalle TN, la dalle VA, la dalle IPS, la dalle QLED, la dalle OLED. La première dalle que j'ai parlé, c'est la dalle TN, et c'est sans doute, et sans aucun doute même, la dalle la plus mauvaise du marché. Pourquoi c'est la dalle la plus mauvaise du marché? Eh bien tout simplement parce qu'elle a les moins bonnes couleurs, les moins bons angles de vision, le moins bon contraste, et une luminosité qui est devenue malheureusement égale aux autres dalles. Avant c'était considéré comme la dalle la plus lumineuse et surtout la plus réactive, sauf que c'est plus vrai. Donc aujourd'hui, si vous voyez un écran en dalle TN, fuyez, il vous faut absolument pas ça. Deuxième dalle, ça va être la dalle VA. La dalle VA, c'est la dalle des écrans incurvés en règle générale, mais ça existe aussi en écran plat. Donc, faut connaître la dalle VA. La dalle VA, elle offre de bonnes couleurs, de très bons contrastes, un bon angle de vision et une luminosité tout à fait correcte. Donc la dalle VA, c'est une super dalle pour les gamers. Si vous jouez aux jeux vidéo, surtout de façon compétitive, peut-être que la dalle VA, c'est la meilleure solution. Ensuite, vous avez la dalle IPS. Alors la dalle IPS, c'est ce que j'ai derrière moi. C'est quasiment le meilleur de tous les mondes. La dalle IPS, elle a de très bonnes couleurs. Elle a des meilleures couleurs que la dalle VA. Elle a des contrastes légèrement moins bons que la dalle VA, ce qui est un peu triste, mais ça va. Elle a des angles de vision qui sont très bons. Elle a une luminosité qui est très satisfaisante. Et donc c'est une dalle qui est très réputée pour les jeux vidéo, bien évidemment, mais aussi pour tout ce qui est montage photo, montage vidéo, parce qu'elle offre des couleurs très bonnes, et c'est aussi une dalle qui est très recommandée aussi pour regarder des films et séries, même si dans les sombres, dans les couleurs sombres, c'est une dalle qui va un peu avoir de mal parce qu'on a un effet de fuite de lumière. Les fuites de lumière, c'est quand vous avez des couleurs là où il ne devrait pas y en avoir. Généralement, c'est des petites couleurs orangeâtres dans les coins sombres de votre écran. C'est pas terrible, mais ça s'atténue en diminuant la luminosité lorsque vous êtes dans le noir complet dans votre salle, mais en journée, en règle générale, vous n'avez pas ce problème de fuite de lumière. Donc je récapitule, la dalle IPS c'est parfait pour quasiment toutes les utilisations, mais pour le gaming professionnel, privilégiez quand même les dalles VA. Ensuite, vous avez les dalles QLED. La dalle QLED, c'est une dalle qu'on retrouve surtout et peut-être même uniquement sur les télés. Je crois que c'est uniquement sur les télés, je veux pas dire de bêtises, donc voilà, si vous voyez QLED sur un écran PC, n'ayez pas peur. Mais c'est une dalle qui est extrêmement bonne aussi. Alors, le problème des dalles QLED, c'est qu'il y en a énormément qui existent. Vous avez des dalles QLED bas de gamme et vous avez des dalles QLED très haut de gamme. Donc, c'est pas vraiment un facteur qui va vous indiquer la véritable qualité et la véritable profondeur des couleurs, mais en règle générale, la dalle QLED, ça se débrouille extrêmement bien. C'est pas pour rien que c'est utilisé sur la majorité des modèles moyens et haut de gamme sur les télés. Ça offre des couleurs qui sont presque à la hauteur de l'IPS, ça offre des contrastes qui sont un petit peu supérieurs à l'IPS, ça offre une luminosité qui est très satisfaisante et ça offre des angles de vision qui sont très satisfaisants aussi. Donc la dalle QLED, c'est une très bonne chose pour les télés. Ensuite, la dernière dalle que je vais vous parler, ça va être la dalle OLED, et c'est certainement et sans aucun doute la meilleure dalle du marché. La dalle OLED, c'est la dalle qu'on retrouve sur la majorité de nos téléphones aujourd'hui parce que ça offre plein de choses super cool. Ça offre des contrastes infinis puisqu'un pixel OLED noir est un pixel OLED éteint, tandis que sur toutes les autres dalles, c'est un pixel éclairé mais noir. Ça offre des angles de vision littéralement parfaits, voilà, vous n'aurez jamais de changement de couleur avec de l'OLED. Ça vous offre les meilleures couleurs du marché parce que c'est super facile de calibrer les écrans OLED apparemment. Ça vous offre aussi une basse consommation énergétique et c'est aussi pliant. C'est avec ce genre d'écran qu'on arrive à faire des écrans pliables comme le Galaxy Z Fold par exemple. Donc la dalle OLED c'est certainement l'avenir de l'écran, sauf qu'aujourd'hui ça coûte extrêmement cher et il y a un autre point qui est très problématique, c'est le point du burn-in. Le problème du burn-in, pour ceux qui ont des écrans assez anciens ou qui ont connu des écrans assez anciens, c'est le problème que quand vous avez une image fixe sur votre télé pendant trop longtemps,
vous avez une image résiduelle qui va rester pendant 10 à 15 minutes après l'avoir affichée. Ça, c'est un problème qui est très présent sur les débuts des dalles OLED, c'est beaucoup moins présent aujourd'hui, même quasiment absent sur certains écrans, mais ça existe toujours, donc c'est des écrans qui ne sont pas dédiés aux jeux vidéo. Ça le sera certainement dans le futur, mais aujourd'hui ça ne l'est certainement pas, et puis de toute façon les écrans OLED ça coûte extrêmement cher, une télé OLED c'est au moins 1000 €, et les écrans PC en OLED je crois que ça n'existe pas, ça n'existe que sur les PC portables, et encore une fois les PC portables avec de l'écran OLED c'est ultra cher. Donc l'écran OLED, pourquoi vous devriez prendre ça? Eh bien, premièrement parce que c'est la technologie d'avenir, deuxièmement parce que c'est excellent sur films, séries et tout le bazar, mais c'est surtout excellent pour toutes les personnes qui font du montage photo, du montage vidéo, parce que vous allez vraiment avoir les meilleures couleurs du marché. Donc pour faire de l'étalonnage, de la gestion de couleurs et tout le bazar, ça va vraiment être parfait. Donc si vous avez prévu de travailler sur un écran de PC portable en OLED, c'est une excellente chose. D'ailleurs, puisqu'on parle de dalle d'écran et surtout de confort visuel et tout le bazar, il faut que je vous parle d'un truc qui va vous être utile dans 99% des cas, et cette petite chose, ça va être la BenQ Screen Bar Halo qui se trouve juste derrière moi. Voilà, c'est ça. C'est joli, non? Alors cette fameuse screen bar halo de chez BenQ, elle sert à quoi? Eh ben elle sert à éclairer votre setup pour pouvoir réduire la fatigue oculaire. Parce que ce qui fatigue nos yeux, c'est bien sûr le fait de rester éveillé jusqu'à 5 h du matin, mais aussi le fort contraste qu'on a entre la lumière de votre écran et la lumière de votre environnement. Cette fameuse screen bar, elle va aussi vous permettre d'enlever la lampe de bureau dégueulasse que vous avez potentiellement sur votre bureau à côté de vous, qui vous prend énormément de place et qui fait pas une super lumière. Parce que oui, bien évidemment, cette lumière éclaire tout votre setup, mais aussi tout ce qu'il y a autour. Donc si vous voulez avoir une feuille ou n'importe quoi à côté pour bosser vos cours, ben c'est une lampe parfaite. Cette fameuse screen bar halo, elle a plein de qualités, comme le style, par exemple, je suis désolé, mais je pense que je prends pas de risque en disant qu'elle est magnifique. Mais elle a aussi une super télécommande Bluetooth qui lui permet de régler la luminosité, la chaleur de l'éclairage, le type d'éclairage pour qu'elle éclaire soit devant, soit derrière, soit les deux. Et elle a aussi un truc très très cool qui enregistre les profils, mais surtout, elle a un mode automatique qui va faire en sorte que sa lumière se calibre automatiquement à votre environnement. Mais le truc qui fait la différence, c'est que la lumière est calibrée pour ne pas dénaturer votre écran, et surtout la lumière est complètement homogène. C'est-à-dire qu'elle va pas éclairer un endroit plus qu'un autre. En plus, parce que c'est pas fini, cette lampe s'adapte même à tous les écrans, même les écrans incurvés, et ça c'est vraiment cool. Bon, après moi j'ai un écran plat donc j'ai pas de problème. Après, faut être tout à fait honnête, la lampe est absolument pas parfaite. Par exemple, le fait que la télécommande soit alimentée par des piles, en 2022, bah c'est nul. Ok, les piles sont fournies, mais c'est assez dommage. Pourquoi ne pas avoir une batterie? Deuxièmement, si vous mettez la barre sur votre écran, vous ne pouvez plus mettre votre webcam. Enfin, si, vous pouvez, mais seulement avec l'adaptateur. Donc ça veut dire qu'il va falloir acheter l'adaptateur après. Troisième point qui est un peu dommage, c'est aussi le fait qu'on ne puisse pas pivoter la lampe à 90 degrés pour pouvoir faire un éclairage sympa pour les streamers. Ça nous éviterait par exemple d'acheter des lampes à 150 € de chez Elgato. Mais bon, après, je suis vraiment là pour lui trouver des défauts parce que faut être honnête, il y en a quand même pas beaucoup. Et je pense d'ailleurs que si aujourd'hui j'avais pas ça sur mon setup, j'en aurais certainement acheté une, même si 169 € c'est assez cher, je trouve que c'est quand même extrêmement pratique et donc très vite amorti, donc je pense que j'en aurais clairement acheté une. D'ailleurs, si vous aussi vous voulez vous en acheter une, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Quatrième chose ultra importante à regarder pour avoir le meilleur écran possible, ça va être la fréquence de rafraîchissement. Alors la fréquence de rafraîchissement, je vais aller assez vite dessus, tout simplement parce que j'ai déjà fait une vidéo sur les fréquences de rafraîchissement, et plus particulièrement sur le 120 Hz, petite vidéo qui s'affiche juste ici. Voilà, juste là, si je fais bien mon boulot. Cette petite vidéo résume très bien tout ce qui est fréquence de rafraîchissement, mais comme je sais que certains d'entre vous auront la flemme de regarder cette vidéo, bien que je vous invite à le faire, je vais la résumer, donc je vais résumer ce que j'ai déjà résumé avant. Ça va être résuméception. Anyway. Aujourd'hui, si vous avez prévu de jouer aux jeux vidéo de façon parfaite sur votre PS5, sur votre PC ou sur votre Xbox Series X, prenez un écran 120 Hz ou plus. Si par contre vous avez prévu de jouer sur Switch ou que vous avez prévu de regarder des films, des séries ou tout simplement la télé, la fréquence de rafraîchissement c'est le cadet de vos soucis. Donc PTDR, prenez une fréquence de rafraîchissement de 50 ou 60 Hz parce que vous allez littéralement pas voir de différence. Ensuite, on va s'attaquer aux technologies d'affichage de votre écran. Les technologies d'affichage de votre écran, il y en a quelques-unes, mais moi je vais vous en parler de 3 très précises. Ces 3 technologies, elles ont quasiment la même signification. C'est le HDR, le HLG et le Dolby Vision. Ces 3 technologies, c'est surtout des certifications qui certifient que votre écran est capable d'afficher telle ou telle gamme de couleurs. Un écran HDR, ça veut dire High Dynamic Range. Autrement dit, que vous avez de hauts contrastes sur votre image. Le Dolby Vision, c'est exactement pareil, et le HLG, c'est exactement pareil. Sauf que c'est juste à des mesures différentes et avec des approches
proche des couleurs un petit peu différentes. Aujourd'hui, il faut savoir que le HLG, le HDR et le Dolby Vision, ce ne sont pas des technologies qui sont très présentes, donc c'est pas un truc incroyable à avoir, même si ça prouve que votre écran est de bonne qualité si vous avez l'une des 3 technologies, voire les 3. Pourquoi est-ce que je dis que ce ne sont pas les technologies les plus cool à avoir, alors que c'est des technologies qui vous promettent plus de couleurs? Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui, il n'y a que très peu de contenus qui sont diffusés en HDR, en Dolby Vision et en HLG, mais surtout parce que la différence n'est pas tant flagrante que ça. J'ai fait des blind tests sur moi et sur des proches à moi, et je peux vous dire que je ne suis pas capable de voir la différence dans 100% des cas, et pareil pour les autres personnes qui ont essayé, elles ne sont pas capables de voir la différence dans 100% des cas, et même pire, dans certains cas, j'ai et ils ont préféré la qualité standard, donc le SDR, et non pas le HDR. Alors est-ce que ça veut dire que le HDR, le SDR et tout le bazar c'est nul? Certainement pas. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, c'est pas des technologies qui sont utilisées à leur plein potentiel et donc c'est des technologies qu'on ne voit pas forcément la différence. Le HDR par exemple, effectivement on le retrouve sur Netflix, sauf que le HDR de ces plateformes est un HDR compressé. Le seul vrai HDR que vous pouvez avoir, c'est sur les Blu-ray. Et encore, c'est un petit peu compressé, mais ça va. Donc ça veut dire que sur Netflix, vous serez encore moins à même de voir la différence entre de l'HDR et du SDR. Mais comme je viens de vous dire, ce genre de technologie, ça prouve aussi que vous avez un bel écran. Donc n'hésitez pas à prendre ce genre de technologie, et je vous le conseille même très fortement. Dernier petit point à savoir sur le HDR, HLG et Dolby Vision, c'est que le HDR c'est fait pour tous les types de contenus, comme les jeux vidéo, les films, les séries et tout le bazar. Le HLG c'est surtout fait pour les télévisions, donc M6, TF1 et tout le bazar, même si aujourd'hui c'est pas en place. Et le Dolby Vision c'est surtout mis en place pour les films et séries. Sixième point, et c'est le dernier point, c'est les petits trucs en plus que vous pouvez avoir sur votre écran. La première des choses, ça va être la latence. Je sais que la latence, pour certains, elle arrive très bas dans ce classement des choses les plus importantes, tout simplement parce qu'aujourd'hui, les écrans ont quasiment tous une faible latence. Avant, il fallait vraiment regarder pour avoir un écran 1 ou 2 millisecondes, sauf qu'aujourd'hui, eh ben, c'est très courant d'avoir un écran avec ce genre de latence. Sauf si vous êtes sur une télé, mais si vous jouez sur télé, vous n'êtes pas une latence près. La latence, ça va être donc le temps que met l'image à s'afficher. Plus la latence est faible, plus votre image sera rapide à afficher. La latence, forcément, ça vous donne un léger avantage par rapport à vos concurrents, mais ça va aussi vous permettre d'éviter certains flous de bouger qui sont pas forcément très volontaires à l'image. Il y a des flous de bouger qui sont forcément volontaires, mais pas tous. Sur le jeu vidéo, effectivement, avoir un écran 5 millisecondes ou plus, ça peut être un petit peu embêtant, même si ça va, mais sur un film, sur une série ou quoi que ce soit, si vous avez 5 millisecondes, vous vous en apercevrez même pas. Donc voilà, la latence, faut le regarder si vous êtes un joueur, prenez 1 ou 2 millisecondes, mais sinon vous en avez rien à faire, et même si vous en avez rien à faire, il y a de très fortes chances pour que votre écran soit déjà en 1 ou 2 ms. Deuxième petit truc que vous pouvez regarder, c'est si votre écran est capable de monter et descendre en hauteur. C'est quand même fichtrement pratique, moi je l'ai sur mon écran, par exemple, hein, voilà. C'est incroyable de pouvoir monter et descendre son écran. Certains vont se dire, bah non, une fois que ton écran est mis en place, tu vas pas le bouger. Oui, effectivement, mais certains écrans ont une hauteur de base qui est beaucoup trop basse, et du coup, tu dois baisser la tête comme ça, et c'est pas très agréable. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai volontairement pris un écran avec ce genre de pied. Après, sinon, vous avez les supports VESA qui existent, donc regardez si votre écran est compatible VESA, et ça vous permet d'acheter un pied additionnel pour pouvoir l'orienter un petit peu comme le micro, comme ça, voilà, vous pouvez le mettre un petit peu comme vous voulez. Vous pouvez aussi regarder, ça c'est une chose un petit peu plus importante quand même, que j'aurais peut-être dû mettre un petit peu plus haut dans le classement, si l'écran est incurvé ou pas. Avoir un écran incurvé, c'est cool, on va pas se mentir, esthétiquement, ça a de la gueule. Pour jouer aux jeux vidéo, c'est cool. Mais pour jouer aux jeux vidéo compétitifs, c'est pas ce qu'il faut. Ne me demandez pas pourquoi, mais sur les écrans compétitifs, les écrans sont plats et non pas incurvés. Ça doit être certainement sans doute pour une question de déformation d'image, mais voilà, pour du gaming compétitif à haut niveau, ne prenez pas un écran incurvé. Et même si vous faites du montage photo et du montage vidéo, ne prenez pas un écran incurvé. Sinon, vous allez vous en mordre les doigts. Après, pour du montage vidéo, ça va encore, ça passe. Mais pour du montage photo, ça va pas être terrible parce que, comme je vous dis, il y a une déformation d'image, donc des fois, quand vous allez vouloir faire un trait droit, vous allez pas être vraiment droit en fait. Je sais pas si je suis très clair, mais en gros, privilégiez vraiment les écrans plats. Bon voilà, j'en ai enfin fini sur cette vidéo sur les écrans. J'imagine qu'elle était un petit peu plus longue que les autres vidéos, hein. Je vois ma durée d'enregistrement qui est bien plus longue que d'habitude. J'espère vous avoir appris plein de choses. D'ailleurs, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, comme pour ma vidéo sur les PC portables, je vais vous donner la référence de mon écran qui est juste derrière. C'est le Gigabyte G27Q, si je me souviens bien. C'est un écran qui est très bon. Il a du HDR, même si c'est pas le HDR du monde. Il est en DAL IPS, il a 1 milliseconde, il a 165 Hz de fréquence de rafraîchissement et il est en 2K 27 pouces.
Donc c'est vraiment un écran qui est superbe, que j'ai acheté 300 €. Il était pas cher, je vais pas vous mentir que 300 € à l'époque où je l'ai acheté, c'était pas cher. Même aujourd'hui, ça reste encore très peu cher. Donc si vous ne savez pas quel écran prendre, n'hésitez pas à prendre celui-là, il est vraiment bien. Sinon, si vous ne savez toujours pas quel écran prendre et que celui-là ne vous intéresse pas, j'ai bien évidemment mis d'autres écrans dans la description. Anyway, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo autour de vous. Si vous avez des questions, des affirmations ou quoi que ce soit, n'hésitez pas dans les commentaires, j'essaie de répondre à tout le monde. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de journée ou une excellente matinée et je vous dis à plus sur YouTube.